Réalisé en 1974 sur le Mzab, ce film constitue une photographie de ce qu'était ce débat permanent dans cette société très conservatrice, le débat permanent entre le respect de la tradition et l'ouverture au monde moderne. À l'époque, il y avait encore des pères blancs au Mzab. Ils étaient installés là depuis la fin du siècle dernier. Ils n'y sont plus. Aujourd'hui, la télévision est là. Gardaïa est devenue une véritable mégapole avec une zone industrielle. Et on trouvait déjà à l'époque, dans cette analyse, les prémices de ce que l'on peut voir aujourd'hui dans la société algérienne confrontée à l'islamisme et à l'irrédentisme berbère. Oscar Gardaïa vous appelle sur 119.7. Pression 963 963 millibars, le QNH hôtel 1015 de l'unité 0, l'unité 5, ok? Oui, j'ai bien reçu, merci. Quand je suis arrivé en février 1932, d'abord, je suis venu de la Guatte, c'est la piste à l'époque. Maintenant, on fait ce trajet-là, qui est approximativement le même, on le fait en 2 heures. Oui. Et je suis parti de la Guatte, je m'en souviens très bien, il pleuvait à la Guatte. À 7 heures du matin, et on s'est arrêté en route à Tilqemt et à Berian.
peut-être dans les deux endroits ensemble, mettons, même pas une demi-heure, hein, juste le temps de prendre un café, quoi. Ouais. Et pour arriver ici, à Gardaïa, à 5h30 du soir, 17h30. Et c'était une piste. C'était la piste à l'époque, il fallait voir. C'était la piste qui avait été tracée autrefois par ce qu'on appelait la patache. Parce qu'il y avait un service régulier que je n'ai pas connu, moi. J'ai connu encore les postes où il y en avait plusieurs entre Gardaïa et la Gouatte. Et alors il y avait les relais, là, il fallait changer de chevaux. Ils ne pouvaient pas faire des distances pareilles. Alors il y avait trois ou quatre. Il y avait en partant de la Gouatte, vous aviez Boutrekfil, vous aviez Nili, Tilqemt, El Kibch, Barrian, Ouriglou, 6, et enfin Gardaïa. Mais Gardaïa n'avait pas cette étendue, alors à l'époque c'était... Ah, c'était beaucoup plus petit. Et puis, ce qui frappe maintenant, c'est que ces 5 villes du Mzab, il y en a 7 en réalité, mais 7, les Guerrara et Berrian sont à l'extérieur. Guerrara est à 100 km. C'était la piste, maintenant c'est relié par une route goudronnée aussi, mais autrefois, on y allait par une piste. C'était le désert entre chaque ville, hein. Déjà entre Gardaïa et Benizgen, il y avait du sable et puis rien du tout, quoi. Il n'y avait pas de construction comme ça. Il n'y avait absolument rien, désert, quoi. Et la plus rapprochée, Melika, il y avait l'Oued qui passait là, tout près. Et là aussi, c'était du sable, des rochers un peu. Bounoura, alors là, c'était du rocher pur. C'était complètement... Il n'y avait pas une habitation, absolument rien. En quelle année le courant est arrivé? En 36. C'est-à-dire qu'il était à Gardaïa avant. Hein. En 32, quand je suis passé, moi, ils finissaient l'installation électrique. Donc l'installation du téléphone a suivi d'assez peu l'installation du courant électrique, l'arrivée du téléphone. Le téléphone, attendez, c'est la même année, je crois qu'on a déjà eu. Mais alors. Il me semble qu'il s'était produit il y avait eu une réaction chez certains. Ah, attendez, d'abord pour l'électricité, ben à ce moment-là, c'était déclaré nageuse, quoi. Ils n'en voulaient pas. Et pour l'eau, la même chose, le puits artésien en 36. Et ils ne voulaient pas de cette eau-là parce que il y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas, personne ne sait ce qu'il y a dans le sous-sol, alors c'était pour eux, ça les choquait un peu, quoi. Et finalement, ils ont tous pris. Et pour le téléphone, alors. C'est la même chose aussi. Et la voix qui part comme ça dans tous les sens, ça les dépassait, quoi. C'est un peu... Vous avez monté une école ici de toute Alors, façon. quand je suis arrivé ici, donc en février 32, il y avait en tout et pour tout 90 élèves. Impossible d'en loger un de plus. Alors, quand j'ai vu ça, moi j'ai dit, comment ces inscriptions on ne peut pas les prendre, on inscrit, et on ne peut pas prendre des élèves, ça va plus. Alors je dis à Monseigneur Noué, en riant, il faut que ça tombe, cette école-là, elle ne peut plus rester comme ça.
Ou bien moi, je m'en vais ailleurs. Je ne peux pas faire l'école dans des conditions pareilles. En riant. Alors il me dit, mais comment... c'est beau tout ça, maintenant, avec quoi? On n'a pas d'argent et tout ça. Ah, je dis, monsieur, moi je ne veux pas d'argent. C'est ça qu'il faudrait faire, quoi. Et puis, par quel hasard, il y avait ici un bottin commercial de 31, je crois, 30 ou 31, je ne sais plus. Moi j'ai dit, tiens, je vais essayer, je vais tourner une lettre circulaire, pas trop mal, puisque c'est même le bien des élèves, de la population ici. Ils demandent à ce que leurs enfants soient instruits et viennent en classe, mais il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Alors, il faut faire une école nouvelle. Il n'y avait pas de cours de création non plus, c'était un petit coin de rien du tout. Ça suffisait pour 90 élèves, quoi. Il y a un ministre, je crois, qui vous a répondu, là, en particulier. Ah oui, c'est Max Régnier, à l'époque. D'abord, c'est son secrétaire qui, lui, a envoyé une petite somme, 3000 francs. Et avec cette petite phrase, tout le monde sait qu'au désert, il n'y a que du sable et des cailloux. Moi, ça m'a fait rire un peu. Parce qu'il faut dire qu'on ne voyait jamais personne. Hein. On ne voyait jamais personne du ministère. Enfin, même le gouvernement général d'Algérie, c'est rare qu'il venait descendre jusqu'ici. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Quelle était votre réaction? Ah ben moi, j'ai remercié d'abord. J'ai remercié. Mais quand même, j'ai dit, il y a un peu plus que ça. Alors, je lui ai envoyé toute une documentation, des statistiques, les chiffres, quoi. Des photos, beaucoup de photos. Je faisais énormément de photos à l'époque. J'ai envoyé des photos. Puis voilà, je vous remercie de votre argent. Oui, parce qu'il me disait, il appelait ça, nous sommes heureux de vous envoyer notre bol. Je les remercie. 3000 francs, ça représentait pas mal de journées de travail quand même, hein, c'est à l'époque. Alors, seulement, je dis, voilà, de fait, dans notre Sahara, il y a beaucoup de sable, beaucoup de cailloux, mais il y a tout de même autre chose. Et veuillez vous en rendre compte par cette documentation que je me permets de vous envoyer. Ah. Et la suite? Et alors, j'ai reçu une deuxième lettre, mais cette fois-ci, c'était toujours République française, ministère de l'Intérieur, le ministre. Ah, c'est Max Régnier, qui a envoyé encore 3000 francs. Et alors lui, il disait, je suis heureux de vous envoyer mon obol personnel. Ouais. Ah, c'est déjà un autre ton. Et puis il me remerciait surtout, je vous remercie surtout de la documentation que vous avez bien voulu m'envoyer. Et elle a été pour moi une véritable révélation. Et elle a fait le tour des ministères. Il ne connaissait pas. On ne voyait jamais personne ici. Aujourd'hui, le MZAB a bien changé. La découverte du pétrole et surtout l'indépendance de l'Algérie en 1962 ont apporté une quantité de changements, dont l'un des plus importants est la scolarisation des filles mozabites. Limitée autrefois à l'enseignement de la tradition et surtout du Coran, dont la lettre et l'esprit constituent le ciment de la société mozabite, la scolarisation, vigoureuse depuis 1962, ouvre peu à peu la femme mozabite au monde moderne. Tu t'appelles comment, toi? Ziyarenet. Bon. Et tu es à l'école ici? Tu vas à l'école? Oui. Quelle école? Collège d'enseignement polytechnique, FI. À Gardaïa? Oui, à Gardaïa. En quelle classe? En 6e. 6e. Et qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce qu'on apprend ici, en 6e? Quel est le programme? Les mathématiques, Oui. les sciences, Oui. appliquées à l'alimentation, Oui. sciences de l'hygiène, Oui. sciences naturelles, Oui. français, Oui. l'arabe. Et tu espères aller... Tu veux continuer encore? Tu espères continuer un petit peu? Oui. Jusqu'à quel âge? Je sais pas. Tu sais pas, le plus possible. Hein?
Ça va jusqu'à quel niveau d'études enfin, Ah là, oui, vous touchez un point crucial. Ça va jusqu'au CEP, ou à l'entrée en sixième. ouais. Et après? Et après, très peu ont le courage de laisser leur fille continuer. En général, on se contente de l'enseignement primaire, c'est-à-dire que la fille sache lire, écrire en arabe, bien entendu dans la langue nationale, en français, Oui. calculer, plus quelques notions peut-être de couture Oui. et de tricot, dans la mesure où les enseignantes sont animatrices culturelles. Mais il y a certaines femmes, enfin, je crois savoir qu'il y a certaines femmes qui sont arrivées à un niveau assez élevé. Enfin, À Benisgen, oui? Non? pas à l'école. Nous n'avons qu'une école primaire. Ouais. Les premiers succès aux examens datent de l'année dernière où nous avons eu les premières admissions en sixième et au CEP. Est-ce qu'il y a des étudiantes, alors, enfin des filles qui continuent, même si c'est Pas à rare, Benisgen même. à Alger, elles continuent à Alger alors? Ah oui, à l'extérieur, oui. Oui. Et jusqu'à quel niveau d'études? Est-ce que vous Eh bien, pouvez citer des cas des cas, moi, de niveau d'études relativement élevé? relativement élevés, oui, jusqu'à la fin des études moyennes, quoi, jusqu'au BEM. Mhm. Certaines dont les parents sont installés dans le nord continuent jusqu'au bac. Il y a même 2 ou 3 licenciés, Mhm. des filles de Benisgen, toujours. Et toi, tu as déjà un projet pour avoir un métier? Oui, Et quel métier? faire de la comptabilité. Dans le nord, dans le tel ou ici, au Mzab? Est-ce que tu comptes rester ici au pays? Oui. Longtemps? Tu comptes te marier ici? Inch'Allah? Rester au Mzab, et de plus en plus. Tel est le mouvement, et tel est le souhait de beaucoup des habitants de la vallée. L'installation d'une zone industrielle à Gardaïa, la création d'emplois nouveaux, la vie dans l'oasis, la scolarisation. Dans le fond, tout est lié. Je pense que si j'ai à me marier, moi étant étudiant, je pense que c'est très très difficile pour moi de me marier avec une fille, hein, qui n'a pas fait d'études du tout. Tu vois ce que je veux dire, quoi. D'études, je veux dire, de scolarisation, De scolarisation, autre que l'école coranique. Voilà. Ça dépend ce que tu entends par école coranique. Parce que l'école coranique, c'est très large. Disons l'étude simplement du Coran et de la tradition. Hein. Ah non, ça je n'accepterai pas. Alors qu'autrefois... Autrefois, oui. Autrefois, c'est ce qu'on faisait. Oui, Oui. Autrefois, c'est-à-dire jusqu'à quelle époque à peu près? Jusqu'à maintenant. l'indépendance. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à On peut pas l'indépendance. dire qu'il y a une époque, on a- parce que ça dépend des individus. Ouais. Chaque fois qu'un individu atteint un degré d'éducation, un degré d'évolution, il change automatiquement. Il n'est pas à une date limite. Oui, mais avant l'indépendance, Oui. il n'y avait pas, disons, pratiquement pas de filles qui Je allaient pense à la que- médersa. Je pense qu'il faut Alors, les filles étaient éduquées par des femmes. Mhm. Par des femmes.
Alors les femmes leur apprenaient le Coran, la prière, comme vous l'avez dit tout à l'heure, juste les traditions. Oui. Mais après 62, c'est-à-dire après l'indépendance, disons, ça rentre dans le contexte algérien, Oui. alors la fille est rentrée à la médersa. Donc elle est enseignée par des hommes. Elle est enseignée par des hommes. Alors elle apprend un tas de choses. Elle n'apprend pas juste le Coran, ni les traditions, mais elle apprend aussi, disons, la grammaire, comment parler l'arabe, disons, les analyses, et puis des travaux, comment faire comment tisser, la couture, la broderie. Disons, en quelque sorte, c'est une sorte de formation professionnelle pour la fille. Automatiquement, le mari qui a reçu une formation universitaire, qui a vécu dans un milieu tout à fait différent des traditions dans lesquelles il est né, la question ne se pose pas, il est obligé qu'il trouve une femme qui soit, comment dirais-je, qui a au moins un minimum d'instruction. Ce minimum d'instruction, pour moi, ce n'est pas l'éducation morale seulement. C'est pas seulement l'éducation... C'est aussi lire les instructions sur les machines à laver, sur les cuisinières, les modes d'emploi de... Pour arriver à ça, l'école coranique telle qu'elle est conçue actuellement, mais telle qu'elle a été conçue parce qu'actuellement il y a un progrès, une évolution, n'est plus compatible avec cette exigence de la vie moderne. Alors c'est là que se pose le problème. Le problème se pose, c'est un choix. Pour faire un choix, est-ce qu'il faut scolariser la fille mozabite pour qu'elle soit, pour répondre aux exigences de la vie moderne, telles que le souhaite le mari, ou bien faut la laisser comment dirais-je, je dirais pas à côté, mais plutôt la conserver pour sauver pour conserver les traditions. Justement, je pense que tu as... Est-ce que les deux choses ne sont pas incompatibles, peut-être? Justement. C'est ça le problème, justement, c'est à discuter. Tu es en train de poser un problème encore plus grave, à savoir, tu es en train de demander en même temps la conservation de la société mozabite, et en même temps d'évoluer vers une autre éducation, vers une autre instruction. C'est une demande que je formule. C'est une question que je me pose. C'est un choix, c'est-à-dire je me pose un choix. Est-ce faut-il choisir la conservation des traditions telles qu'on les a héritées de nos ancêtres, ou bien faut-il au contraire évoluer et suivre le cours de la vie moderne? Je pense qu'en réfléchissant, on peut avoir les deux. Le problème de la scolarisation de mes filles, je n'ai peut-être pas pensé, mais j'ai carrément suivi le cours, c'est-à-dire du besoin, l'impératif du besoin de cette scolarisation. En ce qui concerne les garçons, la scolarisation a été poussée jusqu'à un certain niveau où, moi personnellement, je ne voudrais pas que ce stade de scolarisation soit dépassé. À savoir que j'ai vu que des gens qui ont laissé leurs enfants pousser leur scolarisation. Leurs garçons, je parle toujours des garçons. Oui. La scolarisation de leurs garçons, ils en étaient déçus en fin de compte. C'est-à-dire que ces enfants ont changé de fond en comble leur pensée envers Dieu d'abord, puis la société. Ce qui m'intrigue le plus, c'est que ces enfants, les miens, ou ceux même de ceux qui végètent autour de moi, je voudrais que ces enfants ne perdent pas leur linge. C'est-à-dire, il peut devenir un technicien haut classé, haut fini, mais je ne voudrais pas qu'il m'importe par le biais de l'enseignement, par le biais de l'enseignement supérieur,
des germes, si vous voulez, d'une philosophie qui nuirait à son comportement dans la société et peut-être même à son comportement individuel. Concernant la scolarisation des filles, vos filles, est-ce que vous les avez envoyées à l'école? Je ne parle pas d'école coranique, je parle de l'école. Oui, de l'école proprement dite, quoi. Mes filles, c'est un autre problème. Là, je suis encore plus réservé et plus comment dirais-je, très conservateur dans ce sens, très conservateur. Qu'est-ce qui est nécessaire à la fille? Je parle d'abord de mes filles, en l'occurrence. Qu'est-ce qui leur est nécessaire comme éducation? C'est pour moi l'éducation religieuse. S'il n'y avait pas cette éducation religieuse, je n'aurais même pas instruit mes filles. Je n'aurais même pas appris à lire et à écrire. Ces élèves que j'ai eus à Benizken étaient vraiment plus doués que les autres élèves. On sentait en elles cette soif d'apprendre le maximum dans un minimum de temps. Par exemple, une élève voulait apprendre la conjugaison à fond, la grammaire à fond. Pourquoi? Pour pouvoir écrire directement à son mari quand elle serait mariée, pour ne pas avoir d'intermédiaire entre elle et son mari. Ça, c'est quelque chose qui m'avait plu, justement, parce qu'elle voulait éviter les intermédiaires, puisque dans les familles mozabites, il y a toujours quelqu'un qui écrit la lettre au mari et qui lit la lettre du mari. C'est la grand-mère? Non, pas la grand-mère, puisqu'elle ne sait pas, c'est un homme. C'est le frère ou le cousin ou le voisin qui lit la lettre qui arrive de chez le mari. Et là, les filles apprenaient justement le maximum pour pouvoir avoir un dialogue avec le mari sans intermédiaire. Vous retournez voir vos élèves? Très souvent, surtout quand les maris sont là. J'ai beaucoup de plaisir à discuter avec le mari et mon élève. Et je m'aperçois que le peu qu'elles aient appris à l'école leur a servi beaucoup. Une de mes élèves a suivi malgré les cris au scandale de la famille, a suivi son mari qui avait été muté à La Cale. C'est une petite ville juste en frontière tunisienne. Et quand je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle se mettait tout ce monde à dos, elle m'a répondu, les enfants, ça s'élève à deux. C'est pour ça que j'ai suivi mon mari. Je pense que c'est très beau, elles ont fait beaucoup de progrès, je vous dis avec le peu de bagages qu'elles avaient. Les gens conservateurs de la société demandent que la fille soit scolarisée dans un cadre religieux. Original. Religieux, je ne parle pas d'original. Original, c'est la coutume. Original par rapport à la... Et ça a toujours été, il y a toujours eu une scolarisation dans l'ordre religieux. Mais maintenant, le problème, c'est le problème de l'école, le problème d'aller à l'école. Ouais, alors donc, l'inquiétude qu'il y a, c'est de savoir s'il ne va pas y avoir une perte de la religion. Justement, c'est le problème. Est-ce que la fille peut aller à l'université sans perdre le côté religieux, sans perdre son côté religieux? Parce que si on perd le côté religieux, qu'est-ce qui se passe? La société est écraboussée. Parce que, justement, parce que cette société se veut orthodoxe. Elle se veut orthodoxe. Si jamais la fille perd son côté religieux en allant à l'université ou en allant à l'école, il n'y aura plus de société. Si jamais nous sommes d'accord ici que cette société est unique et qu'on veut la préserver, il faut la garder. Pour la garder, il faut garder le côté religieux. Est-ce que l'éducation de la fille, dans les années à venir, dès maintenant ou dans les années à venir, va changer quelque chose dans l'ordre du foyer? Est-ce que ça va... Je pense que les problèmes seront vus et seront discutés à deux plutôt que seul. La femme comprendra mieux maintenant les décisions de son mari. Par exemple, si son mari décide que sa femme doit prendre des contraceptifs, elle comprendra mieux le problème puisqu'ils en auront discuté et elle aura assez d'évolution, assez d'éducation pour comprendre le problème.
L'Algérie va bientôt disposer d'un satellite de télécommunication qui permettra, d'Alger à Tamanrasset, de capter une quantité considérable de chaînes de télévision, algériennes ou étrangères. Dès maintenant, à Gardaïa, les antennes sont prêtes à retransmettre le monde entier au sein des foyers. Monsieur Renaï, vous avez la télévision. Est-ce Oui. que vous êtes le seul ici à Gardaïa? Non, je ne suis pas le seul. Nous sommes, disons, des dizaines à avoir un téléviseur. Dans mon quartier seulement, il doit y en avoir 7 ou 8. Qu'est-ce qui va se passer dans les familles à partir du moment où des femmes, des épouses qui n'ont pas vu beaucoup de pays, qui n'ont pas beaucoup bougé, vont avoir un écho du monde extérieur? Il y aura une évolution de la femme mozabite pour celles qui vont à l'école. Et il y aura d'évolution chez la femme qui n'a pas été à l'école mais qui est ouverte par son mari, par ses enfants, par le milieu ambiant dans lequel elle vit. Et il y aura la transformation chez la femme qui n'est jamais sortie, qui n'a jamais eu télévision et qui n'en aura jamais, par frottement avec les autres. Et sur le plan de la structure familiale, etc., du Eh bien, milieu social, il y aura de profondes transformations. Je le sens. Dans quel sens, à votre avis? Transformation, pour moi, oui. En bon. Je ne crains qu'une chose, personnellement. C'est que la femme mozabite, par exemple, se mette à rester en face de son téléviseur à longueur de journée et oublie le travail de la laine, par exemple. Oui, c'est-à-dire la tradition. La tradition, cet artisanat qui a fait la renommée du Mzab. Quelle époque elle est cette mosquée-là? Ça, on ne peut pas savoir, ou du moins on pourrait peut-être le savoir si on fait des recherches de l'ordre archéologique. Cette architecture peut avoir 1000 ans comme 50 ans. Et parce que les moyens, avant que le machinisme avec les moyens et des besoins nouveaux s'introduisent, il n'y a pas eu de raison que les formules valables et admises à une période certainement très reculée étaient remises en question si elles étaient satisfaisantes. Or, c'est ce qui arrive dans toutes les périodes précédant le machinisme. Les gens ont abouti leurs recherches.
les caractères moins satisfaisants de l'architecture que tu peux retrouver dans des périodes nouvelles n'est pas un phénomène spécial à une région, aux Mzab en l'occurrence, c'est-à-dire que les moyens démographiques, les transformations sociales et les transformations techniques des moyens de construire font qu'effectivement, il n'est pas de raison que l'on construise maintenant des choses semblables à celles qui ont été faites pendant des siècles, toujours pré-machinistes. Reste le problème de la conservation, peut-être. Oui, c'est d'ailleurs parce que dans aucune période, dans aucune région du globe actuellement, l'on est capable de satisfaire à une transformation continuellement mouvante, donc l'on ne peut pas arriver à faire un objet qui cerne avec satisfaction les besoins de la vie. Toutes les sociétés ont besoin effectivement de se conserver des repères dans ces périodes antérieures qui ont eu des qualités abouties. Nous sommes donc moins sûrs que nos ancêtres. Nous sommes absolument moins sûrs qu'un homme du XVe siècle, de n'importe quelle civilisation qu'elle soit, parce que il avait pu, de jour en jour, de mois, d'années et de siècle en siècle, éviter les erreurs. Alors que notre époque machiniste n'a qu'une centaine d'années et elle balbutie. Alors ici on balbutie depuis l'arrivée de la route et du pétrole, comme on balbutie en Europe depuis l'avènement de l'industrie. Les catastrophes que tu vois là ont commencé en Europe avec le 19e siècle. Et ces constructions ont pris une tournure et un style qui n'est plus celui qu'il y avait il y a 100 ans ou il y a peut-être un peu moins même. Si on fait un tour au centre de Gardaïa, au vieux Gardaïa ou au vieux Benizgen ou au vieux Bonoura, on voit un tas de maisons vétustes qui ont reçu pas mal de modifications, pas mal de transformations, et surtout, il y a les 40 ou les 50% de ces maisons depuis 50 ans, par exemple, qui ont été reconstruites. En bien ou en mal? En mal, je dis, parce que il y a 50 ans, on construisait avec des troncs de papier, on construisait... Bon, Timchem par exemple, etc. Maintenant, on voit apparaître des façades raides, droites, il n'y a pas d'arrondi, il y a plein de petites fenêtres, il y a plein de petits claustras, il y a plein de choses qui sont vraiment qui ne cadrent pas avec l'ancien Mzab, enfin l'ancien Gardaïa, le style de Gardaïa. C'est une chose qu'on doit souffrir parce qu'on ne peut pas faire autrement. Le Mozabiste tient à son fief, il tient à sa maison, à la maison de son père, de son grand-père. Il ne peut pas, par exemple, dire voilà, ça c'est une vieille maison, je dois la conserver, je dois la laisser comme ça parce que c'est le Mzab d'hier, je dois aller acheter un terrain ailleurs et construire ailleurs. Non, je dois descendre cette maison et la reconstruire, malgré tous les efforts que les monuments historiques ont fait et font actuellement pour préserver le style d'une manière, c'est-à-dire pour contenter disons, les uns et les autres, c'est-à-dire celui qui habite et celui qui veut garder le Mzab tel qu'il était, voyez-vous. On trouve toujours une solution moyenne. Au lieu de faire des fenêtres de 1 mètre sur 1 mètre, on ferait des fenêtres de 50 sur 50.
Est-ce que l'ensemble des évolutions auxquelles on assiste aujourd'hui au Mzab n'est pas lié? En tant que constructeur, je peux vous dire que cette évolution avance dans le bon sens de la pratique, mais sans enfreindre et sans toucher le côté religieux de la chose. Je m'explique, c'est peut-être pas très clair. Le Mozabit, par exemple, n'agrandit pas ses fenêtres, ne laisse pas l'endroit d'où il pourrait être vu de l'extérieur, ni rien du tout. Il a toujours sa maison, sa vie privée conservée. C'est surtout ça. C'est un peu mal dans le sens que il est obligé, par exemple, d'ouvrir des fenêtres, mais il est obligé pour éviter d'être vu de mettre des paravents ou quelque chose qui cache devant. Mais de l'extérieur, ça change l'aspect de la maison ou l'aspect de l'ancien Mzab, si vous voulez. Alors vous dites que l'ancien Mzab, son aspect est modifié. De plus en plus, d'ailleurs, oui. On peut assister à cette transformation. Oui. Les Mozabites eux-mêmes disent les maisons d'aujourd'hui en béton, etc., sont moins confortables que celles dans lesquelles on habitait autrefois. Elles sont trop chaudes en été, trop fraîches en hiver. Et pourtant, de plus en plus, ils continuent à construire en béton. Oui. Alors, pourquoi? Y a-t-il une explication à ça? Il y a une explication, effectivement. Cette explication réside dans le fait que, dans le temps, les constructions se font avec des troncs de palmiers qui ne vont guère plus que 2 mètres de portée ou 1,80 m. Il y avait beaucoup de timshemt, c'est-à-dire de plâtre, comme on l'appelle aujourd'hui. Alors avec ça, on peut faire de gros piliers qui supportent le plafond, qui est lourdement chargé par de la terre et des troncs d'arbres et tout ça. Or, tout cela, ça prend de la place. Et ça nous oblige à faire des pièces trop exiguës. Le Mozabit, qu'est-ce qu'il veut? Il veut avoir un peu plus de place avec, avec un confort suffisant. Pour cela, il utilise le béton qui permet de porter de plus de 3 mètres, de 4 mètres, de 5 mètres, plus même. Et malgré qu'il a plus froid en hiver, il a des moyens de chauffage. Et malgré qu'il est plus chaud en été, il achète des climatisateurs. Il est plus aisé pour ça. Tout cela, enfin, tout en se plaignant, il continue à faire sa faute en trouvant des explications. Voilà. Et des remèdes, des palliatifs. Des remèdes, voilà, des palliatifs, exactement. L'évolution, donc, vers le moderne est inévitable. Il est inévitable. Certes, mais cette évolution vers le moderne, tant qu'elle ne touche pas la religion, on la laisse passer, on la laisse faire. Justement, vous parlez d'évolution moderne et religion. Oui. Un certain nombre de mosquées, voilà, oui. Anciennes, oui. Et dont tout le monde s'accordait pour dire qu'elles étaient extrêmement belles. Oui. Les mosquées anciennes du Mzab ont été démolies. Oui. Et à la place, on a reconstruit des mosquées en béton qui n'ont incontestablement pas le charme. Pas le même charme. Oui, exactement. Alors, bon. justement. Et pour le Mozabit, c'est pas ça qui prime, c'est surtout le confort et la place pour pratiquer aisément et à l'aise, enfin disons aisément, sa religion. Ces vieilles mosquées ne donnaient pas assez de place ni assez de confort pour consommer toute la population qui, Dieu sait, c'est largement, enfin même très développée ces derniers temps. Autrement dit, c'est le même phénomène pour les mosquées que pour les maisons particulières. Exactement. Ça se développe, c'est la démographie qui fait que le Mozabit doit, en même temps qu'il construit sa maison, construit des mosquées pour ses enfants et pour lui-même. Avec le développement actuel de la démographie, la vallée étant très exiguë pour les prochaines, disons, les prochains développements de la vallée, alors
le centre-ville lui-même va être modifié. Pourquoi? Parce que le Mozambique ne va pas le laisser dire ça, c'est une maison qu'il faut garder parce que elle fait partie du site. Non, il va la modifier parce que son fils ou son petit-fils n'a pas trouvé de terrain ailleurs pour construire. Il va démolir celle qu'il y a à côté de la mosquée pour faire son habitation. Et je peux vous ajouter une chose, que les plans d'urbanisme actuels prévoient des constructions en étage. Alors, vous savez ce que ça donne. Pourquoi? Et je donne un peu raison à l'urbaniste, il n'y a pas de place pour construire. Ou alors il y a de la place, il faut enlever la verdure pour mettre autre chose. Quel va être l'effet des impacts conjugués du tourisme en croissance rapide, du modernisme venu du Nord, de la scolarisation, de la télévision, sur cette société qui s'accroche au désert depuis 10 siècles? Le Mzab aujourd'hui, un visage qui disparaît. Peut-être aussi la conquête d'une nouvelle façon de vivre.